Bonjour à tous, on parle beaucoup prévention de blessures ensemble, mais on n'a pas encore parlé échauffement, alors que c'est quand même la base. Et ça tombe bien, j'ai 2-3 choses intéressantes, je pense, à vous donner à ce propos-là. Et pour ça, je vais vous présenter mes protocoles d'échauffement. Pour chaque type de travail, l'échauffement est un peu différent. De manière générale, la règle est simple, plus l'intensité sera élevée, plus l'échauffement prendra du temps. Pour commencer, quel que soit le type de sortie, je commence par une mobilisation articulaire. Oui, exactement comme ce que vous faisiez à l'école. Je fais ça systématiquement et ça me prend à peine 2 minutes. Pour prendre mon exemple, je travaille beaucoup sur ordinateur et je me déplace beaucoup en voiture. Autant dire que ce ne sont pas des activités qui sont très physiques et c'est pas rare que j'aille m'entraîner après être passé 2, 3, 4 heures derrière un écran et mes articulations, mes surfaces articulaires sont restées longtemps immobiles. Donc personnellement, je ne peux pas envisager commencer un entraînement sans rebouger un minimum avant. Remobiliser ces articulations dans des grandes amplitudes, c'est une première étape qui permet de créer de la friction, un peu de compression entre les surfaces articulaires, qui va permettre d'enclencher leur lubrification et qui par la même occasion va permettre de récupérer un petit peu d'amplitude. Alors je vais pas filmer la totale, je mobilise principalement la colonne vertébrale, donc nuque, cage thoracique, lombaire, mais aussi évidemment les hanches, les genoux, les chevilles. Personnellement, je mobilise aussi beaucoup mon épaule droite avant d'aller courir, parce que oui, on ne court pas sur les mains, je sais, mais elle me fait parfois mal si je ne le fais pas avant, donc je prends le temps de le faire. Et oui, chacun ses problèmes. Je termine donc cette mobilisation et juste après, j'ai intégré une nouvelle étape dont aujourd'hui je ne me passe plus. Avant, je faisais juste un échauffement russe rapidement avant de commencer mon footing, mais ça fait 6 mois que j'ai changé et comme ça fait 6 mois que je ne me suis pas blessé, je continue comme ça. Ce n'est bien sûr absolument pas que grâce à ça, mais c'est une pièce du puzzle je pense. Juste après avoir fait une légère activation quadriceps, ischio-jambier, mollet, je fais cet exercice, des sauts à cloche-pied sans rebond. Sans rebond, j'insiste, entre chaque saut, on prend bien le temps de se stabiliser et accessoirement, si vous faites des rebonds à froid comme ça en début de séance, vous allez juste vous blesser. L'instabilité est l'une des causes principales de blessures. Et si vous n'êtes pas stable sur cet exercice, vous ne serez pas stable en courant, c'est une certitude. Quand j'ai commencé à faire cet exercice, moi aussi, j'étais absolument pas stable, surtout que j'étais en retour de blessure. Mais ne vous inquiétez pas, à force de le répéter avant chaque sortie running, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. On a de la chance, le corps s'adapte très bien quand on l'expose de manière répétée à une même contrainte. Donc vous en faites pas, ça va arriver. Petit détail sur l'exercice. En avançant, je pose le talon d'abord et j'amortis en souplesse avec le genou que je garde fléchi. On doit entendre aucun bruit, comme un chat. Et au retour, en reculant, j'atterris avec la pointe de pied d'abord. Sur 8-10 mètres, je fais 3 allers-retours. Le premier, je le fais en ligne droite. Le deuxième, je le fais en zigzag et le troisième, je le fais en rotation. Comme on ne rebondit pas, l'échauffement est progressif, comme on prend le temps de se stabiliser, on vient préparer tous les muscles stabilisateurs au niveau des hanches, du genou, des chevilles. C'est un exercice aussi où il faut être concentré, donc on vient augmenter son niveau de vigilance. Une petite pensée à tous ceux qui se font une cheville 500 mètres après avoir commencé leur footing. Et pour finir, on active en douceur le quadriceps et évidemment le tendon quadricipital et le ligament patellaire, ainsi que tous les muscles de la loge postérieure du tibia. Fin 2019, après mon retour, au moment où je bataillais un petit peu avec ma périostite, eh bien, au lieu de commencer mes footings direct à sec comme un gogol, je faisais cet exercice avant et ça allait beaucoup mieux. Première partie finie, grosso modo cette partie me prend 4-5 minutes vraiment maximum, limite ça m'a pris plus de temps de vous l'expliquer que de le faire dans la vraie vie. Et évidemment, on est tous d'accord, il vaut mieux perdre 4 minutes avant chaque entraînement que perdre 4 mois après s'être blessé. Ensuite je commence mon footing, progressif sur les premières minutes évidemment. Comme je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, en général sur les premières minutes j'ai une foulée plutôt terrestre et petit à petit elle devient de plus en plus aérienne. Si la séance du jour n'est qu'une sortie en endurance fondamentale, c'est tout. Si par contre la séance du jour est infractionnée, eh bien c'est pas fini. Plus l'intensité est élevée, plus l'échauffement prendra du temps, je le répète. Au bout de 10-15 minutes de footing, j'accélère progressivement sur des périodes de 30 secondes, 1 minute, jusqu'à atteindre et maintenir la vitesse à laquelle je fais ma séance, voire même un tout petit peu supérieur, et je fais ça 2, 3, 4 fois. Et c'est le moment en général où j'arrive au stade, parce que c'est là où j'ai mes repères, c'est à côté, mais si vous faites ça en nature, commencez ça quand vous voulez. Sur mes fractionnés, je veux courir vite et je sais que si je veux courir vite, il va me falloir une bonne amplitude articulaire si je veux avoir une bonne technique de course. Je suis très raide et ça se ressent dans ma technique, même si ça s'améliore. Mais voilà, j'ai besoin de travailler cette amplitude et pour ça, eh bien, je fais des exercices de mobilité dynamique. Plus précisément, ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est la classique, c'est largement pas mon préféré, des fois même je ne le fais pas. Un étirement balistique d'avant en arrière pour venir préparer l'ischio-jambier quand la jambe remonte devant et le psoas-iliaque, ou du moins les fléchisseurs de hanche, quand la jambe revient derrière. Je passe très vite dessus.
tout le monde le connaît. Je passe aux deux exercices suivants qui pour le coup sont moins connus et qui pourtant sont extrêmement bien. Premièrement, meilleur exercice sur la terre, sans aucune exagération évidemment. Je viens récupérer la mobilité au niveau de ma hanche, au niveau de mon genou et au niveau de ma cheville. Au passage, j'active mon quadriceps sur toute son amplitude de mouvement. C'est bon à prendre. Si vous avez vraiment une souplesse de bout de bois, vous pouvez surélever votre pied avant afin de bien réaliser l'exercice. Torse droit, jambe arrière tendue, le genou devant qui vient se projeter le plus en avant possible pour récupérer l'amplitude au niveau de la cheville, jusqu'au moment où le talon commence à décoller un tout petit peu. Le genou qui reste évidemment dans l'axe, il part pas vers l'intérieur, ça c'est un classique. Pareil, les hanches qui restent bien engagées, qui restent bien de face, parce que si on passe sur le côté, eh bien on vient éviter l'étirement au niveau du psoas iliaque et des fléchisseurs de hanches. C'est dommage. Ensuite, je fais ce deuxième exercice. Alors, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on peut l'appeler. C'est un excellent activateur de la chaîne postérieure, c'est-à-dire ischio-jambier, grand fessier, pour la jambe qui vient monter et pour la jambe qui reste au sol, c'est évidemment un excellent exercice de mobilité pour le mollet et l'ischio-jambier. Mobilité active, une fois encore. Personnellement, pour ces deux exercices, je fais une dizaine de répétitions par jambe, une, deux fois, ça suffit amplement, on cherche juste à récupérer de l'amplitude. Enfin, après ces exercices, en général, je me suis refroidi un tout petit peu. Je me fais 3-4 lignes droites, où là, j'ai profité de toute cette amplitude de mouvement pour la mettre en place sur quasiment du sprint. Ensuite, je fais un tour de piste à allure soutenue, donc 400 mètres, et je suis prêt. C'est bon, je peux m'envoyer du seuil, je peux envoyer de la VMA, des séances de force, tout ira bien. Voilà, j'ai fini sur mon échauffement, vous avez vu, hein, rien de bien compliqué. En même temps, il n'y a pas forcément besoin d'être compliqué pour être efficace. Juste avant de terminer, je pré-shot deux questions potentielles. Premièrement, pourquoi tu ne fais pas d'étirement passif avant ton entraînement? Bon, cette question, ça a été vu, revu, survu, je ne vais pas m'étaler dessus. On commence à bien comprendre que sauf quelques rares cas spécifiques, il existe toujours des cas spécifiques, les étirements passifs n'ont aucun intérêt avant une séance de course à pied. Voilà, il y a déjà des milliers de vidéos qui ont été faites sur le sujet, pas besoin d'en remettre une couche. On passe à la deuxième question. Deuxième question, oh mon Dieu, tu ne fais pas d'éducatif ni de gamme dans ton échauffement? J'en profite parce que c'est un sujet très important. Pour moi, les gammes, les éducatifs, ce n'est pas un échauffement. C'est un travail technique qui peut être réalisé en amont d'une séance de vitesse pour vous aider à placer votre technique, certes, mais de mon point de vue, c'est avant tout et surtout un travail de renforcement. Dans ma vidéo sur la périostite, vous avez été hyper nombreux à me répondre, soit en commentaire, soit par message privé, pour me dire qu'il vous était arrivé exactement la même chose. Et ça ne m'étonne pas, je connais beaucoup de gens qui sont blessés sur leur séance d'entraînement, avant même de commencer leur bloc de travail, simplement en voulant faire des éducatifs, en voulant faire comme tout le monde alors que leur corps n'était absolument pas prêt à encaisser autant d'impact. Les éducatifs avec rebond sont hyper traumatisants. Il faut le comprendre et il faut arrêter de vouloir en faire à tout le monde, ou tout du moins, ils doivent être incorporés avec intelligence, avec progressivité et en toute connaissance de cause. Alors oui, il existe des variantes d'éducatifs sans rebond, des montées de genoux, on peut les faire sans rebondir, des talons fesses, on peut les faire sans rebondir, mais on va pas se mentir, quand on parle d'éducatifs et de gamme, on parle rarement de ces exercices-là, mais la réalité c'est que ces éducatifs sans rebond correspondraient aux besoins et aux capacités de 90% des coureurs. Parce que oui, en plus de l'aspect technique, il peut être important d'en faire de manière régulière pour mettre sous contrainte régulièrement les muscles de la loge postérieure du tibia. Adaptation par exposition répétée, on ne l'oublie pas, mais c'est un travail spécifique qui, pour moi, sort très largement du cadre de l'échauffement. Bref, on a assez parlé de gamme et d'éducatif. J'en ferai une vidéo si besoin, je me suis un peu emporté, on peut fermer la parenthèse. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant la vidéo suivante, entraînez-vous bien, échauffez-vous bien, à la prochaine.